Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission républicaine 10-12 le Zénith. On pense ce matin, Madame, Monsieur, à tous ces nombreux étudiants de l'université de Douala qui subissent une injustice en ce moment même. Il s'agit des primes de l'excellence de 2017-2018. Alors ces primes, vous le savez, doivent être données, remis aux étudiants qui ont eu au moins 12 de moyenne. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'étudiants qui ont eu 12 ou 13 de moyenne n'ont pas leur nom affiché sur les listes au barbillard. Et pourtant, ces noms-là se retrouvent dans les machines, mais pas affichés au barbillard. Et pourtant, vous avez dans le même temps des étudiants qui n'ont pas eu 12 de moyenne, qui ont eu 11 de moyenne, dont les noms sont sur ces listes affichées au barbillard. C'est un véritable souci. De nombreux étudiants se plaignent depuis quelques jours pour cette distribution de cet argent remis pour l'excellence universitaire, l'excellence académique. Malheureusement, comme le Cameroun est ce qu'il est, il y a toujours des petits soucis. L'occasion pour ces nombreux étudiants de demander qu'il y ait au moins une forme de réparation, qu'il y ait au moins un retour à la justice dans la distribution de cet argent-là, près de 50 000 francs CFA. C'est pas rien, c'est beaucoup d'argent et il faut que lorsque le chef de l'État décide de remettre aux étudiants des primes d'excellence, que cet argent-là retrouve les poches de ceux qui méritent grâce à leur excellence parce qu'ils ont eu 12 de moyenne au cours d'une année académique. Ces personnes-là ont droit à cet argent-là. Donc voilà, Madame, Monsieur, le cri de détresse de ces nombreux étudiants qui crient à l'injustice à l'université de Douala. On parle aussi ce matin, Madame, Monsieur, malheureusement, d'un cas qui nous fait beaucoup parler depuis quelques jours. Il s'agit de l'Allemagne et ces nombreux Camerounais qui sont expulsés massivement de ce pays. Il faut rappeler que dans un premier temps, beaucoup ont évoqué le cadre politique, les casses des ambassades, la casse de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Il n'en est rien. Il s'agit d'une politique intérieure à l'Allemagne et même une politique européenne de contrôle de l'immigration, de contrôle de ceux qui entrent dans ce pays-là. Et on dit, et on le dit encore ce matin parce que c'est très clair, nous devons, nous Camerounais, cesser de ternir notre propre image à l'étranger. Les Camerounais qui malheureusement sont traités de voleurs, de bandits, de fraudeurs. On l'a vu en Ouzbékistan où 6 Camerounais ont été interpellés pour avoir fabriqué des faux billets de dollars, de 10 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent et donc on en parle aussi ce matin, Madame, Monsieur. Restez avec nous, nous sommes le vendredi 21 février 2020. On se rappelle ce jour la mort de Charles Ateba Eyene, ce grand intellectuel camerounais dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, ce 21 février 2020. L'équipe est en place comme chaque matin, Madame, Monsieur. D'abord vous, Monsieur Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Harry et bonjour à nos téléspectateurs. La plupart des sessions de plein droit des communes de la région du Nord-Ouest se déroulent à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. La guerre impose des mesures particulières dans cette région. Absolument. Alors, Monsieur Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver tout à l'heure, ce sera à 10h30 au cœur de ce programme ce matin, Madame, Messieurs. Également avec nous sur le plateau, Karine Santia. Bonjour et bienvenue, ça va mieux? Ça va aller, Monsieur Fopoussi. D'accord. Les autorités annoncent... Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Les autorités nous annoncent 43,79% de taux de participation repartis tel que suit. RDPC, ça c'est pour les législatives. RDPC, 152 députés, UNDP, 7 députés, PCRN, 5 députés, SDF, 5 députés, UDC, 4 députés, FSNC, 3 députés, MDR, 2 députés et puis UMS, 2 députés. La majorité n'est plus simplement obèse, cette fois-ci, elle risque de suffoquer. Voilà, une majorité qui est peut-être aussi enceinte. Il faut lui faire un test de grossesse. Elle n'est plus seulement obèse, c'est sûrement qu'il y a une grossesse gémellaire à cette majorité. Pour nous qui soupçonnions une obésité, ça pourrait être vraiment une grossesse. Autant faire un test de grossesse, surtout que les partis politiques d'opposition ne peuvent pas constituer un groupe parlementaire. Aucun. C'est assez grave et on s'achemine là vers un déni
de démocratie, quoi que l'on dise, parce qu'on peut pas imaginer que ce soit la sociologie, la carte électorale sociologique, la sociologie électorale du Cameroun en ce moment même. On peut nous dire que les Camerounais, dans leur immense majorité, sont du RDPC. Surtout lorsqu'on voit évidemment ce que vous dites par rapport au taux de participation. Et on sait aussi que nous avons près de 7 millions de Camerounais en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur les fichiers électoraux. On vous retrouve à 11h05, Karine, pour votre chronique. Ce sera la revue des réseaux sociaux, encore ce vendredi matin. Également avec nous sur le plateau, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je rapporte là les propos d'un membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est détenu, il s'appelle Marafa Amidou Yaya. Il n'est pas exclu, hein, il est toujours membre du bureau politique. Il rapporte ce matin que le taux de participation est de 30% et que les élus au conseil municipal et au parlement doivent, pour se rattacher avec leur population, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de légitimité, mais pour chercher cette légitimité, ils doivent faire une seule chose, dire la vérité. Dire la vérité pour l'argent qu'on va leur donner pour les programmes locaux, l'argent qu'on va leur donner pour débattre de ce qui constituera le budget de l'État, l'argent qu'on va leur donner sur tout ce qui va tourner autour de leur déploiement. Il a dit qu'il faut tenir un langage de vérité et surtout, il faudrait vous ancrer avec les populations, dénoncer tout ce qui est mauvais et vous en tenir à cela. Voilà ce que Marafa dit ce matin. Mais il faudra donc s'armer de courage et surtout de témérité pour le faire. Bombok Bengan Kandji avec nous sur ce plateau ce matin. C'est intéressant parce que ce que vous avez dit hier, votre alerte hier semble se confirmer avec Maguil qui sera remplacé par Piccini qui va revenir, qui pourrait revenir, permettez-moi de le dire au conditionnel, qui pourrait revenir au stade Olembe à Yaoundé. Ça, c'est des sources dignes de foi. Vous avez eu les sources. En tout cas, en tant que vieux journaliste, ça se comprend évidemment. Vous n'avez rien perdu de vos habitudes. En tant que, bien sûr, dire vieux journaliste n'est pas péjoratif. Non, du tout. Voilà, du attention. C'est plutôt valorisant. C'est même valorisant. Avec nous les indigènes. Oui. Avec le certificat d'études indigènes. Et même pas seulement vieux journaliste, vieux reporter. Voilà, tout à fait. Des années 90, année de braise au Cameroun, vous étiez sur le terrain. À l'époque, en tant que reporter, c'est pourquoi évidemment nous le célébrons aussi ce matin. Madame, monsieur, on va démarrer l'émission avec la première rubrique. C'est bien l'histoire du jour avec vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'Armel, âgée de 38 ans. Elle est mariée, ça fait 10 ans déjà, et elle raconte que son mari a été amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto il y a 6 ans. Et depuis lors, son mariage n'a plus été le même parce que son mari n'a pas encore pu surmonter l'épreuve de cette amputation-là. Et elle dit qu'elle a l'impression que le mariage semble être la seule issue de sortie dans cette histoire. Elle dit que leur intimité a été touchée, qu'il n'y a plus de contact entre eux. Son mari est très insultant, ce sont toujours des disputes. Son mari est très humiliant en ce qui la concerne, il est même quasiment indifférent et super distant. Elle aimerait savoir si d'autres personnes ont déjà eu dans leur entourage une personne qui soit handicapée et comment est-ce que ça se passe pour pouvoir redonner le goût de vivre à cette personne qui semble l'avoir perdue. Eh bien, c'est une grande question qu'elle nous pose ce matin. Ça va nous permettre de rentrer dans la situation des personnes handicapées, en situation de handicap au Cameroun. Ce vous mot, savez, je le trouve péjoratif. C'est la réalité. On devrait dire différent. Oh non, arrêtez. Oui, handicap, c'est... Non, mais c'est des personnes en situation de handicap au Cameroun, surtout des personnes qui le sont à la suite d'un grave accident, d'un traumatisme. Comment on accompagne ces personnes-là? Et là, les responsabilités doivent être
dégager dans ce sens-là. On sait tous que l'accompagnement psychologique est très très important dans ce type de cas, et on l'a toujours dit dans cette émission que malheureusement nous sommes dans un pays où généralement cette composante-là est négligée. Nous parlions ici des massacres de Garbou et on se demandait sur ce plateau, est-ce que l'État du Cameroun, à travers son ministère des Affaires sociales, a diligenté des actions en vue d'un accompagnement psychologique des membres des familles des personnes tuées là-bas à Garbou, ou même des personnes qui ont survécu. Lorsqu'on pose ce type de questions, c'est très important parce que ça montre notre humanité, notre humanisme. Quel est le rapport que les Camerounais ont à la vie humaine? Quel est le rapport que les Camerounais ont à la dignité humaine? Lorsqu'on aura répondu à cette question, on sera avancé sur beaucoup d'autres éléments d'analyse sur l'histoire de ce matin. Alors bon, Bengan, quelle est votre sanction? Je vais en votre suite. Justement, c'est précisément parce que nous avons perdu ce que vous avez dit là, le sens de la dignité humaine. C'est pour ça que ça nous ramène à des déviations, le professeur Mendoza parlait de déviances, à des déviances au point où la société n'existe plus. Et qu'est-ce qui marque l'existence d'une société? C'est l'entraide, collaboration entre les membres, les composants de cette société-là. Ici, il y a deux choses qui doivent être mises ensemble. D'abord, lorsque vous allez en mariage, quels sont les maîtres mots? C'est le respect, l'accompagnement et l'assistance. Et maintenant, dans un couple, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, vous observez. Bon, vous l'appelez aujourd'hui fiançailles et un certain nombre de choses. Deuxième niveau, le soupçon. Il arrive un moment où les couples se soupçonnent, handicapés ou pas. Si vous devez traverser l'ère de soupçon. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'accomplissement. L'accomplissement arrive au moment où les enfants ne sont plus là. Ils sont à l'université, ils ont travaillé, chacun, il y en a sont allés à mariage, vous vous retrouvez vous deux. Et là, vous marquez. Donc, ces choses-là, dans les écoles, nous avons l'habitude de leur apprendre aux enfants quand ils vont à mariage. Et le mariage qu'on imagine comme bonheur peut arriver également, comme c'est le cas qui nous concerne aujourd'hui, que l'un des membres, l'un des partenaires est atteint d'un handicap. Le cancer, une maladie, incurable, terrible, ou plus grave encore, le cas de handicap, comme c'est le cas ici. Et généralement, en fait, la femme ici, ma fille, en fait, ne vous en prenez pas à votre mari. Votre mari il n'a rien contre vous, en fait, parce que c'est vous qui êtes devant. Parce que c'est toi qui es devant, il déverse la colère contre la société sur vous. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Quelquefois même les rapports intimes, il n'est plus là-dedans, alors que peut-être il n'est même pas, il est encore viril et tout, mais il a sous le choc il n'est de plus ce qui lui arrive. Voilà, il est sous le choc de ce qui lui arrive. Il se pose la question, mais comme on n'aime pas prononcer ce nom, mais en fait c'est ça en fait, qui traumatise souvent les gens, c'est que mais pourquoi Dieu me punit-il? C'est comme ça en fait. Quand tu n'arrives pas, Dieu n'est pas là pour qu'il réponde. Vous êtes obligé de vous en prendre à la société, et c'est lui qui représente cette société-là, c'est le partenaire qui est devant. Donc, en fait, votre mari, ne prenez pas ça comme un problème individuel. Votre mari m'en veut, il me fait non, ça se fait comme ça. C'est généralement comme ça que ça se fait. Mais à ce moment-là, la famille, les deux familles doivent savoir que leur fille ne doit pas rester seule. Dans ce cas, c'est là où je révoque. Donc, vous avez bien fait d'évoquer le retour à la dignité. Comment redonner la dignité? Ça commence d'abord par la confiance. Je fais confiance à ce membre de la famille qui est victime de ce handicap qu'il n'avait pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous l'accompagnez ensemble et vous les reconstituez. Parce qu'en fait, le mariage, c'est quoi? Deux familles mettent leurs enfants ensemble et les accompagnent pour leur plein épanouissement. Voilà. Donald Brice, voilà. Comment vous commentez justement les plaintes de cette dame? Si Amel nous regarde, est-ce qu'elle est une opportuniste?
elle sait qu'elle n'a jamais aimé ce monsieur. Peut-être au début parce que il fournissait le nécessaire pour la famille. C'est 10 ans de mariage. Elle a 6 ans de handicap. Ils ont des enfants certainement. Il y a des indicateurs qui permettent de mesurer le niveau d'attachement d'un ou d'une partenaire, notamment la situation de peine, le déclin financier, c'est-à-dire que si j'étais riche au départ, après l'entreprise chute, je n'ai plus assez de moyens. Tout à fait. Les situations de handicap et les cas de maladie graves. Tout à fait. Lorsqu'on tient à quelqu'un, véritablement, les moments difficiles comme ceux-là sont des moments où on est plus soudés. On a affaire ici à une femme qui a vécu un mariage heureux, entre guillemets, jusqu'à un certain moment, et le mari est devenu une personne à mobilité réduite. Il se trouve que cette femme n'a jamais tenu à cet homme. Elle a tenu peut-être à cet homme quand c'était les bons moments, quand il avait une activité, quand il était mobile, quand il travaillait bien. Donc pour vous, elle vit cette situation comme un fardeau. Et au bout de 6 ans, elle estime que le fardeau l'a assommé. Absolument. Le mari, je ne sais pas comment il s'appelle, il n'a plus de job. Je suis sûr qu'il ne travaille plus. En tout cas, il n'est plus en capacité d'apporter les revenus initiaux à la famille. Il est en situation de déclin. Et Armel, qui aurait pu prendre la relève, qui aurait pu en ce moment-là être encore plus attaché à son époux, trouve que non, il ne répond plus, il n'est plus... Non, tu n'as jamais aimé cet homme, il faut le savoir, tu n'as jamais aimé. Et peut-être qu'il te reste une seule chose à faire, continuer ta route et trouver quelqu'un que tu continueras peut-être à spolier, à tromper. Peut-être que tu trouveras quelqu'un que tu aimeras ensuite aimer vraiment. Dans ce cas, si tu ne l'as pas aimé, il faut le laisser tranquille. Mais le drame, je ne te coupe pas, c'est que généralement dans ce genre de situation, elle peut s'engager en deuxième mariage et le mari meurt ou il a un autre handicap parce que elle n'a pas questionné le rôle du karma parce qu'il y a un certain nombre de choses. Elle est venue peut-être dans la vie pour accomplir une telle mission et si elle veut se débénir, elle aura une mission qui sera plus compliquée encore. Donc il y a une notion de karma qu'il faut, qu'il faille intégrer dans la décision à prendre. Oui. Dans la suite des événements. C'est important. Reste là, demande l'assistance de tout le monde pour l'accompagner. D'accord, mais sauf que... Il n'y a pas d'amour, elle ne va pas rester. Non, sauf que là, quand elle explique, elle est déjà à bout. Hein. Elle semble... Elle veut déjà partir. Karine, les plaintes de cette femme, ce sont les plaintes d'une femme à bout. J'ai peur qu'on n'ait même pas compris cette femme. Oui. Mais vous l'avez compris, vous? Nous ne l'avons pas compris. Quand vous dites on, non, j'ai peur que nous ne la comprenions pas. Parce que quand j'entends... Mais vous la comprenez, vous, particulièrement? Certainement. Quand j'entends les analyses de... Dites que vous, dites que... Oui. Excusez-vous, ne nous excusez pas. Non, parce que lorsque j'entends les analyses de Donald Brice, je pense qu'il a oublié beaucoup de choses. Il a laissé tomber beaucoup d'arguments que cette femme a donnés. Dans un couple, lorsque vous vivez bien, jusqu'à un moment, un handicap survient. C'est pas comme si vous allez vivre comme vous étiez avant. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Imaginez-vous une femme qui avait son mari tout cool là, et un jour, il est atteint d'un AVC et il est paralysé un côté. Vous pensez que votre vie va continuer à être l'eau de rose? Tout change. Tout va changer. Et encore moins quand vous avez un mari. Qu'est-ce que vous mettez dans tout change? Et encore quand vous avez quelqu'un qui n'a pas dépassé son handicap. Je suis désolée. C'est de ça qu'il est question. Dites-le, Armel. Il est question d'un homme, son mari, qui n'a jamais accepté son handicap. Vous l'accusez. Et qui, jusqu'aujourd'hui, ne dépasse pas son handicap. Il est question de ça. Il est question de ça. Aujourd'hui, c'est lui. C'est son estime à lui-même, cet homme-là, qui fait souffrir cette relation. Cet homme a arrêté de se considérer comme un homme. Parce qu'il se trouve qu'il pense qu'il est un fardeau pour sa femme. Lui, il pense qu'il est un fardeau pour sa femme. Peut-être parce que sa femme vous montre. Non, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Toutes les personnes amenuisées indignement dans leur dignité, qui se sont amenuisées, ont les tendances à réagir comme ça. Je suis désolée. J'ai connu des handicapés dans cette vie qui faisaient toujours comme si vous faites l'erreur de cogner leurs pieds, c'est l'étoile, le soleil, la lune, tout ça qui vont tomber sur vous. Donc, comme si vous êtes un démon qu'on a envoyé juste pour lui faire du mal. Vous allez demander pardon n'importe comment, il ne va pas comprendre. Parce que ce sera comme si vous êtes venu encore ajouter de la peine. Vous stigmatisez, vous pensez? Non. Oui. Non, mais vous stigmatisez. Non, je ne stigmatise pas. Si, non, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne pouvez pas continuer à développer ça puisque à ce moment-là,
ce n'est plus le handicapé qu'on condamne, c'est vous qui ne le comprenez pas qu'on condamne. Je suis en train de vous dire Même que s'il non. vous tape dessus, c'est vous qui ne le comprenez pas qu'on condamne. Donc en réalité, Mais tout ce c'est à la qu'il femme. fait, tout ce qu'il fait à cette femme, il manque de respect, il fait quoi? Tout ce qu'il fait, il insulte et tout. Elle reste. Et ça, je suis en train d'expliquer ce que vivent les personnes qui vivent avec des handicapés. Ça se voit. Ça se voit. Vous avez déjà vu une personne qui vit avec un déficient mental? Mais il se lève le matin, il te gifle. Vous avez dit quoi? Vous n'avez pas pu le comprendre. Est-ce que donc pour autant, est-ce que donc pour autant, vous qui êtes Normal. entre guillemets normal, vous devez lui en vouloir à ce déficient mental? Ah, car. Mais ça, faut pousser. Je pose la question. C'est là le vrai, c'est là le vrai problème. Ce n'est pas le L'être handicapé. humain est naturellement comme ça. On en veut, même si on a pardonné. J'ai dit, on en veut, même si on a pardonné. Je vous assure. Si, moi, Mais convenez, quand j'étais petite, convenez avec moi que c'est pas très Non, sage. laissons d'en les vouloir. débats. c'est pas une Donnez affaire- les conseils à c'est pas une madame, affaire d'être à sage. madame ici. Sur le point, quand quelqu'un vous gifle et que vous sentez que vous n'avez pas la capacité de répondre, vous avez l'impression que cette personne vous a enlevé quelque chose en vous. C'est Et vrai. quand quelqu'un vous gifle et que vous sentez que c'est impossible de réagir, que vous n'avez pas la capacité, sinon c'est même vous le fou. Vous allez vous sentir Quel est le bête comportement et de idiot. madame ici maintenant? Cette dame, elle souffre. Pourquoi? Elle doit se comporter parce comment? que elle doit se comporter comment? Il faut qu'il aille voir un psychologue. Elle seule, elle ne peut pas. Même peut-être la famille ne peut pas. On ne sait pas. En 6 ans, on ne sait pas si sa famille aussi a essayé de s'impliquer. Je vous dis, les personnes victimes de handicap parfois rejettent les gens. Et c'est un travail de professionnel pour les ramener. Ça demande un travail de professionnel. C'est pas les amateurs comme nous qui disent que la famille et tout. Ça ne suffit la pas. famille s'arrête à l'hôpital. Ça ne suffit pas, monsieur Foupoussi. Encore quelqu'un qui ramenait beaucoup d'argent à la maison, qui faisait ci, qui faisait ça. Il a l'impression que maintenant, comme sa femme qui ramène, elle va faire ci, elle va faire ça. Donc, il interprète même les actions sans qu'elle n'arrive. Et du coup, c'est ça que je dis qu'il se sent amenuisé. Ce dont il a besoin, c'est d'un vrai contrôle psychologique. Il a besoin qu'on le suive. Parce que, avec ça, il pourra raconter ses vraies frustrations là-bas. À sa femme ne peut pas connaître ses frustrations. C'est madame Parce qu'il qui ne lui est dit pas. frustrée. Si elle veut partir, elle se comporte Elle comment? ne veut pas partir. Cette femme, si elle voulait partir, elle n'aurait même pas attendu plus de 2 ans parce qu'il a commencé, ça fait 6 ans. Quand Karine dit que... Ça fait 6 ans. Quand Karine dit que cet homme n'est plus compris. Justement, il y a des Il n'est raisons plus compris C'est comment. pour qu'il ne normal. soit plus compris. Quoi? Vous avez une vie commune depuis 10 ans. À un moment donné, à un moment M, un fait intervient, survient dans la vie du mari. Un handicap. C'est tout à fait normal qu'il y ait des changements dans le comportement, dans les attitudes. Maintenant, À l'hôpital, le rôle, on prépare les en familles, ce hein. moment-là, Avant de Attendez, en faire ce ça, moment, on le prépare terminer. les familles. en ce moment, le rôle de l'épouse est important. Absolument. Moi, j'ai le Il faut préparer. sentiment que Amel n'accepte plus son époux. C'est ça l'effet. Amel n'accepte pas plus ça. son époux. Or, c'est en ce moment pas qu'il ça. c'est en ce moment C'est qu'il ça. a Ce n'est pas plus ça. besoin C'est d'elle. Ce n'est pas ça. C'est en ce moment n'est pas qu'elle ça. doit le remonter, le reconforter. Chérie, je sais qu'il y a des faits qui sont survenus et qui te changent sur le plan physique, mais de façon intrinsèque, deux sont tu même gardes les handicapés. mêmes valeurs, tu es le même que j'ai connu, je D'accord. t'accepte tel que tu es. Et Ok. c'est elle qui doit l'aider à surmonter Absolument. cette activité. Très bien. Absolument. Alors, Je vous dis bien, Dominique Audrey. monsieur Foupoussi, un Dominique petit- Audrey. une petite Non, non, chose. je reviens à vous, Karine Sondia. Dominique Audrey Oyengrek, moi je pose la question. Hein. Si vous pensez, parce que vous semblez le penser, si vous pensez que cette femme veut toujours de son mari, parce que vous lisez dans une boule de cristal que nous ne voyons pas, nous sommes un peu trop primitifs pour voir ça. Bon, alors dites-nous ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, que recherche cette femme? Mais il faut un moyen. Qu'est-ce qu'elle Elle a recherche? besoin, Ils font du mal aux gens autour d'eux. Elle a besoin qu'on lui donne des astuces pour pouvoir ramener son mari. Parce qu'elle en est arrivée à un point où elle a l'impression que, même ne serait-ce que vouloir lui masser les épaules, il va dire, c'est parce que j'ai une demi-jambe, j'ai un pied et demi que tu viens me toucher, c'est parce que j'ai ceci que tu viens me faire telle chose. Malheureusement, c'est ça la réalité. Lorsqu'on devient handicapé, lorsqu'on a un handicap dans sa vie, au cours de sa vie, il y a des choses, il y a un certain nombre d'altérations. On a du mal à retrouver son identité, first of all, dans toute cette histoire. On a une rupture avec ses liens corporels et également avec la société. On a l'impression que la société nous regarde autrement. On a l'impression que les gens nous voient autrement. Pourtant, Et c'est non. vrai. On n'a pas l'impression. On vous regarde Ce sont les faits. autrement. Non, moi je pense que c'est la façon dont on se voit nous que les autres nous voient. Non. Si on se regarde comme quelqu'un qui ne se réduit qu'à 2 jambes, je vous promets
que les gens ne vous verront que comme quelqu'un qui n'a pas de jambes. Moi, je parle parfois avec ces personnes-là qui disent qu'elles sont stigmatisées. Et moi, j'ai répondu un jour en disant que le vrai handicapé, c'est la personne qui vous regarde comme quelqu'un dont on doit avoir pitié. Oui, c'est nous les handicapés qui regardons ces gens-là avec une certaine hauteur. Cet homme devrait... Vous faites de la philosophie. Cette femme, oui, tout à fait. cette Ça, femme, c'est la philosophie. au bout de 10 ans, Oui. elle se plaint de son mari. 10 ans. Elle ne se plaint pas parce que son mari est handicapé. Elle se plaint parce que jusqu'aujourd'hui, son mari continue de l'humilier. Son mari, oui, son mari est très distant d'elle. Pourtant, rien n'a changé à ses yeux. Est-ce qu'en 10 ans, il l'humiliait? La réponse est quoi? Non. Est-ce que pendant la vie, C'est depuis qu'il a de 10 ans, développé, c'est après avoir eu l'handicap que son mari a changé. Et c'est compréhensible. Mais C'est ce maintenant, qu'elle devrait comprendre justement. Voilà, non, pourquoi elle ne le à un comprend moment, pas? ça fait 6 ans déjà. On Ouais. se dit qu'après 6 ans, son mari finit par... On vous dit comment vous devez vous comporter avec Mais lui. dites-le à madame, vous condamnez Vous l'handicapé. condamnez. Elle se dit Vous pas n'avez rien dit. l'handicapé. La société C'est a vrai qu'il mis besoin en de- place, la société a mis en place un certain nombre de choses. Quand il y a combien de psychiatres au Cameroun? S'ils sont chez moi, ça va Ce il n'est y aura pas ça le la aller question. voir le psychiatre. Ce n'est pas Voilà ça, c'est ça comment. le problème. C'est là le problème. Comment madame doit assister à ce qui paraît être un fardeau? Mettre son mari impuissant. en face de sa réalité. Mon cher mari, tu es un handicapé. Le problème, c'est que généralement, oui. Si on Si tu veux lui faire conforte comprendre qu'il les n'est pas. gens, C'est grave, ça. oui, si on conforte les gens qui ont un handicap dans ce que non, rien n'a changé, ils vont vivre une sorte de déni Mais de la justement, parce réalité. qu'ils savent que tout a changé, qu'ils ont ce type de comportement qui est explicable. Comment on l'amène donc à surmonter le handicap? Il faut c'est parler, en ce moment il faut- qu'Ahmed doit il être faut- plus présente. C'est en ce moment-ci. Non. Oui. Je suis désolée, il ne faut pas. Peut-être qu'on ne fait Lorsqu'on pas a ce un qu'il faut. handicapé à la maison, C'est pourquoi il ils ne ont faut besoin pas d'un créer suivi. une sorte d'interdépendance. Il ne faut pas que le handicapé pense qu'il ne peut vivre que parce que vous êtes là. Non, ça commence Mettre- par l'interdépendance, ma fille. On porte le handicap, c'est ça l'expression. On l'a fait. On porte le handicap. Ça, c'est On au l'accompagne. départ. Oui, Ça, c'est au on départ. porte On est jusqu'à à ce 6 ans. que. Non, non. On est à 6 ans. Ça peut faire 15 ans. Accepte Non, Ça son peut handicap. faire 15 ans. Ça peut être toute la vie. Bon. D'accord, merci. Vous Alors, portez le handicap. je connais Mais une vous femme. rejetez pas le handicap. On va s'arrêter là. Personne Dominique n'a Audrey, on va s'arrêter là. Moi, je connais. Attention, on va s'arrêter là. Je connais une femme. Je le dis encore, je connais une femme qui a un homme qui fait ses besoins sur lui tous les jours. Elle n'a jamais branché depuis tellement Absolument. d'années. Elle le nettoie comme si Ça, c'est le c'était vrai. un bébé. Oui. Sauf que Absolument. c'est différent. Et je il suis n'était pas, désolée. et il n'était pas comme ça. Et il n'était pas comme ça avant. départ. Je suis Il n'était désolée. pas comme ça avant. C'est à la suite d'un AVC qui s'est retrouvé comme ça. oui. Vous voyez, donc c'est vous dire. Ça, on Et ne peut pourtant- pas changer ça. Ce n'est possible que s'il y Le a l'amour. Ce que vous comportement dites de là. son mari Ce et n'est pourtant- possible que s'il y a l'amour. Et S'il y en a pas. pourtant, l'homme en apparence a tous ses sens. Oui. Le monsieur en apparence a tous ses sens, mais sauf qu'il a ce défaut qui est arrivé, Oui. qui est qu'il n'arrive pas justement à se contenir. Il a une incontinence. Mais ça, Non, c'est différent. non, mais je vous dis que cette femme elle n'a jamais bronché Elle ne par peut pas rapport broncher à parce ça. qu'on ne se bat pas contre des choses qu'on ne peut pas changer. Son mari est comme ça, on ne peut plus rien faire. Mais le mari d'Armel, il peut arrêter de l'insulter, il peut arrêter de l'humilier. Comment Il c'est peut Armel, continuer c'est d'être un Armel mari qui va normal. amener son mari Elle à a arrêter. supporté ça pendant 6 ans. Bon, quand vous dites déjà supporter, ça veut dire qu'elle ne l'aime pas. Ah, bon, relativement. Hein, Ah, pardon. mais attendez, pendant vous commencez même à compter les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas amour. On comme se dit met Donald. aussi à la- Il n'y en a pas. Eh ben, C'est la ok, base. ça veut C'est dire la qu'il y en a base. pas. D'accord, Si merci. c'était ça, elle serait partie depuis. Je Merci. sais, Ah, mais- vous dites, il n'y a pas de Merci. souci. Elle Il y a va un, partir. Il n'y a même pas. Elle va partir. d'ici peu. Elle a les ingrédients, elle présente les Elle symptômes. partira. Vous la Oui, chasserez. j'ai une femme qui est à la porte déjà. D'accord, très bien. Merci à tous sur ce plateau. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Donald Brice Kamgan. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur le rapport du Cameroun à son histoire. La plupart des États forts dans le monde ont bâti leur réputation et leur existence sur des fondements sérieux et une volonté affirmée et actée
de laisser à la postérité un héritage qui fédère et transcende les générations. Ces fondements unificateurs peuvent être une époque, des faits historiques inédits, des personnages de référence, des sites particuliers, etc. Les Japonais ont le prince Taishi Shotoku et son rôle déterminant dans l'implantation du bouddhisme au sein de l'archipel, ou encore le roi démon, grand guerrier chef militaire du XVIe siècle, dont l'histoire très populaire au Japon relate les exploits dans l'unification du pays du soleil levant. Les Chinois célèbrent Mao Tse-tung et la création de la République populaire de Chine en 1949, ou encore Deng Xiaoping et sa modernisation de l'économie chinoise après le décès de Mao en 1976. Les Français racontent Jeanne d'Arc, Louis XIV ou encore Charles de Gaulle plus récent. Au Cameroun, le pays a choisi l'ignorance de son passé, que ce soit dans les livres scolaires, sur les places publiques ou les sites touristiques. Le Cameroun a tourné le dos dans bon nombre de cas à ces figures et faits marquants. Il n'est pas interdit de donner des éléments de connaissance aux jeunes élèves sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ou sur la vie du général de Gaulle, mais qui enseignera avec emphase et enthousiasme les exploits de Ruben Oumniobé dans la marche du Cameroun vers l'accession à l'indépendance, qui dira dans les détails à la nouvelle génération que plus d'1 million de Camerounais sont décédés dans la guerre de libération entre 1955 et 1972, qui racontera aux jeunes Camerounais les mouvements estudiantins des années 70, les morts des années de Brest dans les principales villes du Cameroun, qui enseignera l'histoire du cinéma camerounais à travers ses grands noms et précurseurs, Dikonga Pipa, Alphonse Béni, Daniel Kamwa, Ambroise Essomba, ou plus récent, Jean-Pierre Bekolo. Que ce soit en politique ou en art, ou encore en sciences, l'histoire du Cameroun offre des faits et figures qui méritent d'être inscrits dans les programmes scolaires ou sur la place publique, racontés et relevés pour en tirer les leçons pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Mais pour le coup, le pouvoir a, aux grandes dames de l'intérêt de la conscience citoyenne nationale, opté pour le déni et la négation de l'histoire. Le chef de l'État lui-même étant passé maître dans l'étouffement et dans le bâillonnement de ces faits historiques. Rendre justice à l'histoire, c'est participer à l'œuvre collective de construction d'un État fort et réconcilié, la réconciliation n'étant possible que dans la vérité historique. Allons-y. Voilà, c'est une colère qui a le mérite d'être une colère parce qu'il y a là des arguments qui peuvent nous faire piquer justement une colère. Parce que le Cameroun n'est pas un pays qui est, on va dire, dans son coin seul à travers le globe terrestre. Le Cameroun est dans un contexte africain, un contexte mondial avec d'autres pays qui nous montrent la voie à travers les actions et les interactions qui sont menées par ces pays-là. Vous avez cité la France en parlant des grandes figures là-bas, Jeanne d'Arc, Napoléon ou Bonaparte ou Charles de Gaulle. Il nous a semblé une fois subir les foudres, les fourches caudines des critiques les plus folles dans ce pays lorsque nous avions sur ce plateau, et nous étions à l'époque des précurseurs et des pionniers, nous avions déclaré sur ce plateau en disant ceci exactement et simplement que Ruben Oumniobé était le plus grand de tous les Camerounais et le plus grand de tous les Camerounais. Une fois qu'on a dit ça, des gens sont tombés sur nous pour nous dire sur quelle base nous le disions et pourquoi nous le disions.
Si, justement, on est dans cette logique d'effacer notre histoire et de ne pas reconnaître à certains acteurs, à certaines grandes figures de l'histoire, leur mérite, on est en train de courir vers notre part. D'ailleurs, la loi du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines grandes figures de l'histoire n'est pas allée si loin que ça. Elle s'est juste contentée de faire une réhabilitation de certaines figures de l'histoire. Et comme dans ce pays, on est très fort dans la fourberie, la tromperie et l'escroquerie intellectuelle, on a pensé qu'on les érigeait en héros nationaux. Et pourtant, ce n'était pas le cas, malheureusement. Donc, il faut bien voir où nous sommes. Le cas de l'hymne national du Cameroun. Nous sommes bien contents qu'on appelle l'hymne française la Marseillaise. Beaucoup ont estimé que pour rendre hommage à ces gens qui ont écrit et composé l'hymne, on aurait pu l'appeler la Foulassienne, que ça aurait eu une charge historique vraiment forte et pertinente. Malheureusement, personne ne veut accorder le mérite à ces gens-là. Alors, Bora Obengan, justement sur cette question sur l'histoire de ces grandes figures du Cameroun, comment on peut l'expliquer? Non, lorsque vous regardez le cachet des armoiries de la gendarmerie nationale, c'est bien Jeanne d'Arc que vous voyez, que vous regardez. Et ça veut dire qu'enfin, le Cameroun, qui était sous tutelle des Nations Unies, est une colonie française, il faut le dire ainsi. Et ce qui oriente notre politique, je dis bien notre politique sociale, culturelle, économique, financière, c'est la France. Donc nous sommes sous tutelle. C'est pour cette raison, donc, et vous avez bien fait de parler de cette loi numéro 91/022 du 16 avril 1991 portant réhabilitation de certaines figures Cameroun. On les avait prises, ces figures-là, après quelques 3, 4, on les plante là, sans même un truc d'accompagnement. C'est-à-dire parler de on sait que c'est qui, Aïdjo, c'est qui. Donc, et justement, on a entretenu, comme vous l'avez dit, on a mis le bourreau et les victimes. Et davantage, on a entretenu la confusion à ceci que vous avez entendu Cameroun dire, mais on dit qu'elle est héros national, on a dit ça où? Et quand? On ne l'a jamais dit. Même lorsque le chef de l'État parle de père fondateur de la nation, vous savez, il n'ose pas prononcer les mots. En réalité, les pères fondateurs, moi je peux donc remettre ça au goût du jour, si les gens veulent, ils engagent dans la polémique. Les pères fondateurs du Cameroun, ce n'est pas Oumniobé, c'est lui Paul Ojoula. C'est Ramadier, c'est Mesmer. C'est à ceux que le chef de l'État... C'est sous cadeau. Oui, c'est sous cadeau. C'est à eux que le chef de l'État fait allusion. Oui, c'est Roland Pré. C'est Roland Pré, c'est eux. Voilà. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez dit, et nous avons interrogé, paix à son âme, c'était le dernier d'ailleurs, Anatole Bongo, directeur de douane, il est décédé dernièrement, il avait émis cette vie et cette proposition a été remise à l'ancien directeur du cabinet civil, aujourd'hui décédé, Belinga Eboutou, paix à son âme, mais également à Jacques Famndongo, qui nous regarde. Il a cette copie. Lorsque M. Anatole Bongo a tout fait pour participer aux manifestations marquant les cinquantenaires de l'indépendance du Cameroun. Bon, on avait fêté même après 50 ans, mais bon, ce n'est rien dit. Il a remis ça en main propre. Famndongo là. L'a-t-il transmis, a-t-il retenu? C'est un problème. Et justement, il proposait qu'on appelle notre hymne national la Foulassienne. Ce que les Camerounais avaient dit en 1954, c'est que ça l'appelle chant de ralliement. Et le drapeau même du Cameroun adopté par les Camerounais, c'est ce que l'UPC utilise comme fanion, comme emblème. Hein, oui. Le rouge, l'avec le crabe, c'est ça en fait le drapeau du Cameroun. Vrai, adopté par la couleur, c'est le rouge et le noir. Le rouge et le noir, c'est ça le drapeau. Oui. Parce qu'ils avaient dit où on met le crabe, où on met la crevette. Mais à ce moment, j'avais changé de faire le crabe. C'était ça le bon. Donc, le débat que les OUM avaient voulu qu'il soit posé pour l'adoption, enfin, lorsque le Cameroun allait accéder à l'indépendance après les élections de 1956, c'était qu'il y ait débat entre le crabe et la crevette. La crevette. Voilà, pour revenir à ce que Donald Brice dit à l'histoire du Cameroun. Maintenant, si vous dites à quelqu'un qui s'appelle René Philombe, ceux qui apprennent la littérature africaine à l'université, ils savent que René Philombe c'est qui. Ils savent que Louis-Marie Pouga c'est qui. Ils savent que Yordi Caron c'est qui. Boutale Boutake, ils savent que c'est qui.
Ils ne les connaissent pas. Vous leur parlez de Jean Assoumo, un docteur en économie, c'est qui? Ils vous diront que Jean Assoumo, il a dirigé la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, oui. Au sein de Castor, au sein de Afana, c'est qui? Ils ne vous diront pas. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Il a parlé de Congo Pipa. Bessala, qui a eu le premier médaillé d'or camerounais aux Jeux Olympiques en 68, qui le connaît? Il le connaît. Malheureusement. Donc, voilà, aujourd'hui, et les Français, eux, vont ça tout le temps. Aujourd'hui, pour les Français, le plus grand Français de tous les temps, c'est De Gaulle. Donc, De Gaulle a même dépassé Charlemagne qui a créé l'école. Ça veut donc dire pour eux que leur orientation, c'est que De Gaulle, c'est la formation militaire qui est en pole position. Donc, pour eux, De Gaulle a fait des réformes. En tout cas, De Gaulle a donné même fait de la un coup dignité d'État à la France. Oui, oui, il a même fait un coup d'État en mai 58. Tout à fait. Voilà, donc, nous, bon, on fait exprès. Voilà. Nous, En tout cas, De Gaulle est l'instigateur de la 5e République en France, qui est actuellement en cours en France. Non, mais en réalité, bon, regarde, ce qui s'est passé en 91 est une forfaiture de trop et de plus. Parce que, ayant mis dans un même texte des grandes figures de l'histoire, en mettant Aïdjo et Oumniobé, Enes Wandje et Félix Roland Moumier dans un même texte en les réhabilitant, ça pose un réel souci. Je veux dire qu'au niveau symbolique, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent un peu l'histoire de la France, c'est un peu comme vous mettez Charles de Gaulle et le maréchal Pétain dans un même texte. Parce que Maréchal Pétain est le collabo qui a sous-traité le nazisme en France à la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy. Donc si vous mettez Maréchal Pétain et De Gaulle, le résistant, qui a redonné de la dignité à la France, c'est une contradiction, vous n'imaginez pas. Les Français vont vous manger. Terrible. Ils vont vous manger plus. C'est terrible. Donc c'est ça justement, on va dire quoi? C'est ça le dilemme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de dire quelle est la place de chacun dans l'histoire du Cameroun et qui a été, pour l'instant, la plus grande figure de l'histoire du Cameroun. On ne se cache pas pour le dire, Ruben Oumniobé, qui est celui que, de par ses écrits, de par ce qu'il a, parce que c'était un grand tribun aussi, de par les différents discours, les prises de parole devant la 4e commission de l'Union africaine sur le Cameroun et comment il voyait notre accession à l'indépendance, et d'abord la réunification et ensuite l'indépendance, on peut aujourd'hui le dire, c'est lui qui a posé les fondements de ce que tous les Camerounais ont aujourd'hui. C'est ce côté camerounais que nous avons, de défendre notre pays, le MLE que nous avons, donc tout ça, voilà, nous l'avons, c'est parce que des gens comme ça ont porté le pays et c'est resté, on va dire, une signature camerouno-camerounaise. Donc il faut qu'on le reconnaisse. Dominique Audrey, sur cette question, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, que ce pourquoi Ruben Oumniobé s'est battu à cette époque-là, on est en train de tendre à le perdre un peu plus chaque jour avec tout ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Mais malheureusement, comme on n'a pas une commémoration de tous ces martyrs, de tous ces héros nationaux, on va finir par le perdre. Parce que moi, je me dis, si chaque année, comme dans d'autres pays, on se retrouvait pour revivre l'histoire même, l'histoire du Cameroun, on passerait à côté d'un certain nombre de choses. On ne verrait pas tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce qu'on serait en phase, en communion avec notre histoire, avec notre passé. On verrait que beaucoup de personnes se sont battues pour que le Cameroun soit un. Et à cette époque-là, il n'y avait pas que les Bassa, il n'y avait pas que les Bamileke, il n'y avait pas que les Beti, puisqu'il n'y avait même pas, ça n'intervenait même pas. C'était juste des Camerounais qui voulaient se battre pour le Cameroun à cette époque-là. Moi, je suis triste parce qu'on a l'impression que tous les Camerounais sont devenus amnésiques à l'histoire du Cameroun. Quand vous parcourez certaines villes, vous voyez, par exemple, la statue, le monument à l'image du général Leclerc. Dites-moi un peu, qu'est-ce que ça fait au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas eu des figures emblématiques pour les ériger en monument? Il n'y a pas de personnes qui valent la peine de les avoir. Non, juste expliquer, parce que au Cameroun, il y a beaucoup de personnes un peu illuminées qui vont vous répondre. Juste pour leur dire que imaginez un peu la statue de Hitler en plein Paris. Donc imaginez que lorsque vous arrivez à l'Arc de Triomphe à Paris, que vous trouviez la statue de Hitler. Voilà, c'est un peu ce que représente la statue de Jean Leclerc au Cameroun. Pour parler simplement et qu'on comprenne la charge symbolique que ça peut représenter pour chacun des deux pays. Voilà. Oui. On n'a même pas une stèle funéraire à l'image de ces personnes-là. Moi, les mettre tous dans un même texte, ça veut simplement dire qu'on les met au niveau
des autres qui n'ont rien fait, qui n'ont simplement rien fait. Non, parce qu'on ne veut pas que les Camerounais aient des repères historiques, justement. Malheureusement. Moi, je pense qu'on devrait avoir un texte qui va une loi qui institue, pourquoi pas, une journée pas de deuil national, une journée commémorative de toutes ces personnes-là et qu'on réhabilite également leur famille. Parce qu'on le sait, leur famille, d'accord, c'est pas trop ça. Voilà. Non, mais il faut expliquer aux Camerounais, hein, la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui, mais... Je vois des gens épiloguer sur la philosophie. Non, mais Maître Jean Vergès l'a dit. Non, voilà. Maître Jean Vergès l'a dit, il est même allé plus loin en parlant, comme disait Donabus tout à l'heure, qu'il y a eu plus d'1 million de morts. Il a dit que l'armée française a utilisé le napalm. Le napalm pour décimer la population. Or, le napalm était interdit. Donc là, la France... C'est cette vérité qu'on ne souhaite pas que le plus grand nombre sache, malheureusement. Karine. En tout cas, on a laissé tout ça pour le culte de la personnalité. Donc, on a commencé cela avec l'année d'indépendance et la personne qui a remplacé les Français au Cameroun, à la tête du Cameroun, avec le président Ahidjo. Ce que je regrette bien, c'est ce que Mombok a relevé tout à l'heure, le fait que Amadou Ahidjo soit classé en tant que martyr de notre histoire au même moment que Nyobe et autres. Et pourtant, on sait très bien qui est la victime et qui est le bourreau à la fin de tout. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est ce pan que nous avons laissé de notre histoire pour embrasser l'histoire d'un homme. Aujourd'hui, nous respirons en fonction d'un homme. Nous faisons tout ce que nous faisons en fonction d'un homme. Nous jurons en fonction d'un homme. Nous militons dans des partis politiques en fonction d'un homme. Nous défendons des causes en fonction d'un homme. Pourquoi? Parce qu'à la base, on ne nous a pas appris les véritables combats de notre pays. Nous sommes en train de passer à côté aujourd'hui des combats qui sont de notre ère, juste pour embrasser l'idéologie qu'un homme en a, mais je ne sais pas si c'est même une idéologie. Je me rappelle encore en 2018, lorsque Essama voulait ériger une statue, je pense, la statue de Nyobe. C'était lui la loi commémorée. Mais pourtant, on sait très bien qu'ils n'ont rien foutu pour le Cameroun. Moi, on nous a dit sur ce plateau, c'était ma première fois même de l'apprendre cette fois-là, que ceux qui ont pris le pouvoir au Cameroun après l'indépendance n'étaient pas ceux qui se sont battus. À quoi sert leur monument? D'accord. Donald Brice. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais juste convoquer quelques éléments de l'actualité. Vous savez que le Cameroun vit un moment délicat en raison, entre autres, de la montée en puissance du tribalisme. Cette question qui a été très bien adressée par certaines figures historiques comme Robin Ngobert, Honest Wandje, qui prenaient des épouses venant des contrées autres que les contrées dont ils étaient issus. Donc, en enseignant le parcours et les faits d'âme de ces figures historiques aux jeunes qui s'étripent sur la toile, indiquant, chacun rappelant d'où il vient, s'attaquant à d'autres tribus, on aurait pu, par exemple, faire obstacle à la montée en puissance de ce repli identitaire qui représente un vrai danger et un risque de déflagration sociale. Moumi était plus populaire à Lolodov que chez lui. Hein. Voilà, par exemple. Oui, il faut le dire. Moumier était plus populaire à Lolodov à Kribi que chez lui dans le Noun. Je pense qu'on devrait aller plus loin, M. Fokoussi. Au niveau des programmes scolaires à l'école, on devrait arrêter de nous apprendre la Russie, la Chine et machin au-delà. Parce que je doute qu'on leur parle du Cameroun là-bas. Du moins, si on le fait, c'est de façon superficielle. Qu'on nous ramène, parce qu'il y a énormément de choses que moi je viens apprendre ici avec Mombok, qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement. Donc, les jeunes générations, les générations à venir doivent être en communion, en contact avec ce qui fait les fondements de leur pays. En tout cas, cela y va de notre nation, cela y va de notre survie en tant que nation, parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix. Ce débat devra s'imposer tôt ou tard. Le Cameroun ne s'arrêtera pas à 100 ans ou un régime de 50 ans. Le Cameroun, c'est bien au-delà. Et quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, la vérité historique va être établie, parce qu'il y a des fils et des filles de ce pays qui ont conscience de ce que, pour que l'on aille de l'avant, il serait important d'aller ressusciter la mémoire de Ruben Oumniobe et d'autres combattants. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont combattu pour le Cameroun, mais c'est pour dire que nous devons reconnaître ces génies, ces
ces illustres personnages qui ont combattu pour que le Cameroun soit indépendant et qui ont d'ailleurs risqué leur vie puisque cela s'est passé au prix de leur vie. Ils ont consenti le sacrifice ultime, le sacrifice suprême pour cela. Et il faut quand même noter que Ruben Oumniobe, avant d'ailleurs même qu'il ne soit assassiné, et il y avait un projet où on discutait de l'entrée de l'UPC à l'Assemblée législative de l'époque, et il avait justement dit qu'il ne voit pas pourquoi il va entrer, sauf si lui il devient le Premier ministre. D'ailleurs, il y avait discussion avec André Barry Bida et les autres, mais malheureusement, il y a eu l'entourloupe des Français qui ont clairement refusé d'aller au bout de cette logique et ont choisi de l'assassiner comme on l'a vu. Donc malheureusement, ce sont des pans de l'histoire qu'on ne connaît pas. Et Ruben Oumniobe aurait pu et aurait dû être le premier président du Cameroun. Il faut qu'on le dise aux Camerounais, c'était ça le projet, c'était ça. Donc si Ruben Oumniobe avait été le président du Cameroun, nous n'en serions pas ici à déblatérer sur ces problèmes de corruption, de pauvreté. Nous serons aujourd'hui fiers d'être Camerounais, comme ce qui se passe actuellement avec l'Algérie. Est-ce que vous savez que le président algérien a décidé d'utiliser une journée comme celle du 22 février comme étant une journée nationale? Les Algériens ont dit non, et niet, parce que le 22 février pour eux, c'est une journée du peuple et il n'y a pas à instrumentaliser cette journée. Il faut rappeler que le 22 février, c'est le jour où l'an passé, les Algériens se sont mis dans la rue pour que Abdelaziz Bouteflika ne se représente plus à un 5e mandat. Alors, madame, monsieur, voilà tout ce qu'on pouvait dire. On va s'arrêter là pour cette première partie. Restez avec nous dans un court instant, la deuxième partie. De personnes vivant avec un handicap que de parler d'handicapé parce que le terme handicapé est péjoratif. Alors, cette dame ne se plaint pas inutilement. Elle a supporté la situation pendant 6 ans, c'est-à-dire 72 mois. Et un bon matin, elle essaye d'avoir des conseils. Vous lui dites qu'elle n'a jamais aimé son mari. Les analyses, ouvrir un dialogue, il faut qu'elle ouvre un dialogue franc avec son mari sur ses douleurs intérieures. Lui faire savoir qu'elle aussi souffre de le voir ainsi et que c'est à deux qu'ils vont surmonter la peine. Voir un professionnel de la psychologie qui pourra les écouter et les conseiller. En serviteur de Dieu, je dirais qu'elle doit aussi beaucoup prier pour son mari. Le Seigneur les aidera. Ça, c'est Gaël Temgue qui nous a écrit. Supporter que Gaël emploie signifie que cette femme n'accepte pas le handicap. Supporter veut dire qu'elle encaisse les insultes. En silence, par amour, c'est ça. Supporter veut dire qu'elle n'accepte pas la situation de handicapé de si son elle n'avait époux. pas supporté, serait partie. Supporter n'est pas le bon verbe, c'est ce que je suis en train de dire. Elle a dit si on ne dit pas handicapé, on dit porter un handicap. Oui, moi j'ai même supporte estimé aussi que on dit dans des termes de ce genre, on ne dit pas pour supporter. on devrait dire on dit différent, pas porter handicapé. assistance. On ne devrait même pas dire handicapé. Oui, Différent, c'est mieux. Homme handicapé, l'homme handicapé est très frustré. Il pense toujours que s'il n'avait pas l'handicap, il aurait fait de lui-même. C'est encore grave quand l'handicap n'est pas à la naissance. On dit c'est handicap. Etchemo. Oui, le handicap n'est pas à la naissance. Ça, c'est Landry Etchemo Oui, on le devient. qui nous a écrit. Logiquement, les personnes vivant avec un handicap devraient interpeller notre pitié. Mais curieusement, ils sont les êtres les plus vicieux, les plus insultants. Waouh. Dans le cas de Armel, son époux est juste complexé. Il a peur de la perdre car il est amenuisé. Il ne l'accepte pas. Il ne s'accepte pas. Elle devrait œuvrer pour sa remise en confiance si vraiment elle l'aime. Charlie et Tundi. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent qu'on devrait avoir pitié des handicapés. Moi, je connais une femme, une coiffeuse à Mini-Ferme là-bas. Elle avait... Amélène Ayaoundé. Amélène, oui. Elle a eu sa fille qui est née avec une sorte de retard. Très bien. Et toutes les fois où on voulait prendre sa fille différemment, elle disait non. Vous ne pouvez pas vous promener normalement dans les rues d'Aqua. Un dimanche pour prendre de l'air, vous serez agressé par les Nangaboko, par les voilà. Il y a même des noms, on appelle ceci les microbes. Vous voyez les gens qui ne peuvent pour aller agresser, il y en a qu'on appelle les mouches, et ainsi de suite. Les abeilles, voilà, les abeilles. Les abeilles peuvent s'organiser, là, venir vous piquer et rentrer. L'Allemagne ne veut pas de ça. Voilà. Donc, si vous allez là-bas, on doit se promener et vous appelez la police qui intervient. Ici, la police va vous demander le carburant et tout. Bon, oui. Ils sont dans un environnement organisé. Tout à fait. Il appartient donc à l'État du Cameroun
Cameroun, premièrement, de rétablir la coopération universitaire qu'elle avait avec ces universités-là. Avec le CUS, le Centre universitaire de la santé à Yaoundé à l'époque qu'on appelait, avait des accords universitaires. Donc, vous êtes là, vous êtes étudiant au CUS, vous savez que vous pouvez faire des stages à Montpellier, à la faculté de médecine de Paris. Vous êtes à l'école normale supérieure, vous savez que d'abord, quand on faisait qu'ils étaient en formation bilingue, ils avaient des trucs à Londres, avec telle université. Vous êtes allé, même avec l'INJS. Donc, il y avait des accords. Les cercles de droit, là, par exemple, qu'on appelle ça universitaire, a les accords avec l'Université de Québec-Montréal. Donc, ici, il y a des coopérations universitaires comme ça. Ça facilite les échanges et tout. Okay. Donc les enfants n'allaient pas fuir et demander le visa, quelquefois même avec les parents s'endettent pour que les enfants aillent. Donc ça allait renforcer les études ici, sur le plan local. Une petite réflexion avant que vous ne preniez la parole, Donald Brice Kamgang, parce que on a quand même lu quelques personnes, on va dire, railler ces Camerounais-là, qui sont rapatriés en masse au Cameroun. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que nous sommes dans quel pays, mon Dieu? Quelle est la valeur d'un Camerounais, de quelqu'un qui vit à l'étranger? Vous imaginez d'autres Français rire au nez des Français rapatriés massivement d'un pays quelconque dans le monde? C'est quand même terrible, vraiment, ce pays. C'est de l'ignorance. Ce pays, vraiment. C'est de l'ignorance et de l'inconscience quant à la situation socio-économique du Cameroun. Vous savez que l'Allemagne fait partie, c'est la première puissance économique européenne, et c'est l'un des pays qui s'est montré très ouvert sur les questions d'immigration. L'un des rares pays européens qui s'est montré ouvert sur les questions d'immigration, qui sont devenues des questions de politique internationale depuis plusieurs années, en raison de l'instabilité en Libye, en raison de la montée du djihadisme au Mali. L'Allemagne, contrairement aux pays comme la France ou l'Italie, qui sont montrés un peu réticents à accueillir les... Rappelons qu'en 2015, Angela Merkel prend une décision terrible. En 2015, elle décide d'accueillir sur le sol allemand 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés. Donc, c'est l'un des rares pays européens qui s'est montré très ouvert sur les questions d'immigration. Cela n'exclut pas, évidemment, que cette ouverture, cette politique interne du pays puisse subir des mécanismes de contrôle pour ne pas accueillir du tout et de n'importe quoi, ce qui pourrait avoir évidemment des conséquences sur la politique interne. Mais pour avoir également discuté avec des compatriotes et des sources en Allemagne hier soir, il me revient que ce sont des étudiants parfois qui sont en fin de séjour et dont les documents ne sont pas encore renouvelés, ou d'autres qui sont en situation irrégulière quasiment en Allemagne et qui sont ici appelés à retrouver leur pays. Évidemment, ça nous interpelle sur le regard que les autres peuvent avoir sur nous, sur notre situation socio-économique, parce que dites-vous bien que les Camerounais qui s'y installent souvent sont ceux qui sont partis d'ici à la quête d'un mieux-être dans ces pays-là. Donc il faut aussi expliquer que actuellement, et vous l'avez dit, que la politique de l'immigration est une politique devenue internationale au sein de l'Union européenne et même encore plus largement au sein de l'espace Schengen, puisque la Suisse, qui n'est pas de l'Union européenne, est quand même dans l'espace Schengen. Et donc ces questions sont importantes parce qu'ils ont créé là-bas ce qu'on appelle le Frontex au niveau des frontières extérieures de l'Union européenne, des pays d'entrée. Vous savez que lorsque vous avez un visa, par exemple, pour la France, vous pouvez aller dans n'importe quel pays de l'espace Schengen sans avoir à avoir un autre visa. Ça, vous le savez au moins. Donc, de ce point de vue-là, les Européens ont mis en place justement des mécanismes de renforcement des entrées à leurs frontières, le Frontex justement. Et vous voyez très bien que l'Italie, par exemple, qui a accueilli beaucoup de migrants de la Méditerranée, à un moment donné, avec Matteo Salvini, s'est trouvé submergé et a demandé à ce que d'autres pays européens puissent prendre leur part de quota dans le nombre de personnes qui affluent en Italie, tous ces pays en tout cas qui sont aux frontières de l'Europe. Et donc c'est là que Angela Merkel, première puissance de l'Union européenne, donc prend le taureau par les cornes et décide d'accueillir ces réfugiés-là. Mais sauf que dans son pays, malheureusement, il y a encore des personnes qui ont des idéologies néo-nazis et conservateurs, des radicaux qui ont estimé que cette affaire
ne pouvait pas se passer comme ça. Et aux dernières élections, il y a eu l'une de ces forces est arrivée troisième dans ce pays. Donc après le CDU de Angela Merkel et le CSU, il y a le SPD. Il y a une troisième force qui est arrivée là et qui a commencé à exiger que l'on puisse durcir les conditions d'abord d'entrée en Allemagne et les conditions et ces conditions ont été violées parce que l'Allemagne a violé les règles de l'espace Schengen. Désormais, il commençait à contrôler les gens à la frontière de l'Allemagne par rapport à ceux qui ont les visas dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que c'est une affaire qui est très, très compliquée. Et vous avez aussi un monsieur comme Horst Seehofer. J'en parlais hier, il est actuellement ministre de l'Intérieur. Depuis des mois et des mois, il ne fait que faire pression sur Angela Merkel pour qu'elle puisse durcir cette politique d'immigration en Allemagne. Il a eu gain de cause et depuis quelques jours, on voit très bien que les choses se mettent en place. Et comme c'est les pays où on réfléchit, vous savez que depuis quelques temps en Allemagne, il y a des fusillades un peu partout, des gens d'extrême droite. Il y a 2 jours, par exemple, il y a un monsieur qui a fusillé à Francfort, dans une ville là-bas, à Hanau, au moins 9 personnes là-bas, à Francfort. Le monsieur a estimé, c'est un gars d'extrême droite, il veut que l'Allemagne revienne à l'Allemagne, que l'Allemagne soit pour les Allemands, il veut plus qu'il y ait tous ces gens immigrés qui viennent détruire l'espace des Allemands. Donc, cette montée du néonazisme, et lui, d'ailleurs, il a laissé une lettre. Il a laissé une lettre avant de se suicider, le monsieur qui a tiré là, et il dit dans sa lettre qu'il faut exterminer les gens des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Il estime que eux c'est la sous-race. Donc il a écrit ça, et il a fait également une vidéo pour le dire. Donc vous voyez, il y a une montée du néonazisme et les autorités allemandes doivent faire face également à tout cela, combiné à ce qu'on a dit, le comportement des Africains, le vol à l'étalage, le viol et tout ce qu'il y a comme comportement qu'on reproduit là-bas. C'est une situation également qu'on va suivre parce que l'article 19 de la Charte européenne sur les droits fondamentaux est également revenu devant l'actualité. Cette disposition de la Charte européenne qui dispose notamment que les expulsions forcées de personnes en situation d'asile et qui pourraient faire l'objet de persécutions dans leur pays sont interdites. Et l'Allemagne, c'est un pays qui tient à son image internationale et qui devrait peut-être être attention sur ces dispositions. Dominique Audry. Ce qui est sûr, ils y ont pris le temps de vérifier si les personnes qu'on expulse sont en situation d'asile. Voilà. Donc pour les personnes qui vont violer et voler et faire le désordre là-bas, même si ce sont les Camerounais, il faut qu'on les renvoie ici. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils seront torturés et mis en prison ici, moi j'ai peur. J'ai peur que justement, même si ces personnes n'ont rien à voir avec les castes là-bas, lorsqu'ils arriveront ici, elles pourront faire l'objet justement de torture, même si ces personnes étaient innocentes et n'avaient rien à voir avec les castes. Donc on pourrait se retrouver malheureusement avec des personnes qui seront torturées pour rien. Donc je pense qu'on devrait faire très attention à ces cas-là, à ces personnes et prendre le temps de vérifier. Maintenant, pour ceux qui raillent, ceux qui se moquent des personnes qui rentrent, moi je trouve que, je ne vais pas dire que ce sont des personnes qui sont stupides ou bien qui ne réfléchissent pas assez, parce que vous allez vous moquer de quelqu'un qu'on a rapatrié. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est simplement des personnes qui sont un peu constipées et qui sont jalouses. C'est tout. C'est tout. Vous allez vous moquer de quelqu'un qu'on a rapatrié. Oui. Qu'est-ce que ça vous donne à vous? Rien du tout. Rien. Et en même temps, rien ne dit que les personnes ne pourront pas aller. Donc, de ces personnes-là, les personnes qui raillent, vraiment, on devait faire abstraction. Ce sont des personnes auxquelles on ne devrait même pas s'intéresser parce que elles ne comptent pas. Vous avez le verbe juste. Dominique Audrey, vous avez le verbe et le vocabulaire qu'il scie à ces gens-là. Les personnes comment constipées, mentalement constipées. Oui. on va madame, monsieur, s'arrêter là pour ce sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on va s'entendre sur le fait que sur le plan politique et les castes des ambassades, il n'y a rien à y voir là-dedans. On va, Karine, poursuivre. On parle cette fois-ci du stade Olembe et du désistement de McGill qui est en vue. Piccini pourrait revenir à la tête de la construction du stade Paul Biya, selon les informations qui nous parviennent. Est-ce qu'on va vers le rebondissement dans cette affaire? On ne sait pas trop, mais bon, l'a annoncé hier sur ce plateau et aujourd'hui on a la confirmation.
Voilà, hier, vous en parliez sur ce plateau, Bengan, et le Cameroun, comme toujours, hein, nous sommes habitués au rebondissement, et on voit très bien que là encore, pour un stade Olembe, stade Paul Biya d'Olembe, un stade qui était annoncé devoir finir depuis très longtemps, malheureusement, avec toutes les prolongations qu'on a eues, on ne sait même plus quand il sera prêt, mais ce qui est certain, c'est que Piccini revient. Pour vous, ça peut être dû à quoi? De pression diplomatique. Premièrement, c'est le chef de l'État lui-même qui a négocié que Piccini vienne construire le complexe sportif qui porte son nom. Je pense que le président italien était ici, à un moment donné, l'ambassadeur Sergio Mattarella. Voilà. Ils étaient ici et ils mettaient ça en exergue chaque fois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le chef de l'État avait attendu, je pense, près de 4 ans, parce que la banque qui devrait financer ces travaux-là, montée de la Paschi di Siena, avait été en banqueroute. On a attendu 4 ans pour être refinancé par l'Union européenne. Donc, même les grèves qui s'y faisaient, et je pense que même les autorités camerounaises n'ont pas été le chef de l'État. Lorsque le gouverneur vient vous dire « Nous ne voulons pas de grève ici », nous ne voulons... Bon, elles savaient, ces autorités-là, que c'est le chef de l'État qui a négocié ce marché, tout comme le stade de Japoma. Mais pourquoi donc ne pas faire en sorte que les travaux avancent normalement et qu'on veille à ce que les salaires des employés soient régulièrement payés, et en plus que le stade porte le nom du chef de l'État. Donc, moi, je pense que c'est les pressions diplomatiques. Maintenant, Piccini avait aussi piégé le gouvernement. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que nous n'avons pas d'argent. Notre argent vient d'ici, et que l'État du Cameroun s'était engagé à donner son appui pour que cette entreprise puisse faire les levées de fonds. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on savait que sa banque avait des problèmes. Donc l'État s'engage donc à l'aider pour faire les levées de fonds. Quand Piccini envoie donc cette lettre à l'État, on estime que non, on ne peut pas. Bon, à ce moment-là, il va donc faire vibrer les plans diplomatiques pour revenir maintenant. Je pense que cette fois-ci, l'État de Cameroun va aider Piccini à avoir de l'argent et terminer ses travaux. Très bien. En tout cas, c'est un rebondissement puisque Piccini, aux dernières nouvelles, le dernier rebondissement, c'était que le matériel de Piccini avait été saisi et qu'il y avait une vente aux enchères qui était programmée. On peut penser que cet autre affront a donc vraiment été la goutte d'eau qui a débordé le vase, et qu'ils se sont dit mais attention, mais vous nous prenez pour qui finalement? Et donc on fait pression pour revenir dans le jeu. Donc en fait, je pense là, le ministre des Travaux publics et le ministre des Marchés publics auraient dû dire ou alors faire, c'est quoi? C'est que on sait très bien que Piccini ne s'y connaît pas dans la construction des stades, il fait la bétonnerie, et à ce moment on trouve peut-être une entreprise avec laquelle on colle, parce que c'est le chef de l'État qui est derrière, pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Mais comme dans notre pays, comme l'avait dit le premier ingénieur qui avait démissionné, il avait dit on me fait pression, on me demande des rétrocommissions. Donc il fallait, c'est là où ça s'est bloqué. Et je pense que le président de la République leur a dit attendez, moi je suis dans l'affaire, vous demandez les rétrocommissions, mettez-moi ça en l'œuvre et tout. Donc il a dû le coincer. Tout à fait. Donald Brice, votre commentaire là-dessus? Je crois que le groupe Piccini avait saisi le chef de l'État pour... non seulement le chef de l'État, mais également indiquer qu'il saisirait les tribunaux pour rupture abusive du contrat. Absolument. Parce qu'à l'époque, Piccini, le groupe italien, indiquait que il n'était pas payé de façon à temps, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'évolution des chantiers était bloquée à un moment donné. Mais le ministre des Sports à l'époque a expliqué que non, les adroits étaient réglés et que tout se passait normalement. Il est clair que beaucoup avaient estimé que c'était un peu culotté de la part du ministre des Sports de faire ça. En réalité, comme on dit souvent au Cameroun, son affaire dedans, c'est quoi? Il n'est pas le ministère des Travaux publics. Lui, il attend seulement qu'on lui donne le stade et amener la délégation de la CAF et de la FIFA pour inspecter. Son problème, c'est de venir dire à quelqu'un que tu ne construis plus. Ce n'est pas son affaire. Certains confrères qui ont rendu public cette information indiquent également que Magui, le Canadien, aurait déclaré qu'il n'est pas en mesure de livrer le stade dans les délais, c'est-à-dire juin 2020 prochain. On se demande bien... Dans 4 mois. Dans 4 mois. Et donc, cette entreprise
que les médias publics notamment ont présenté comme étant un géant mondial, comme étant une canadienne. Les capacités logistiques et financières pour régler la chose, on se demande bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est McGill qui a assuré le stade de Panda. Absolument. Voilà, donc, et McGill qui avait récupéré Marc Debrand, l'ingénieur de Piccini, qui était allé chez eux. Donc, Marc Debrand revenait donc au stade Olembe, un stade qu'il connaît très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est certain, c'est que ils ont sûrement joué diplomatiquement et on a demandé à McGill de juste se retirer, de désister simplement, même si c'est des compensations qui pourraient être faites derrière, mais qu'au moins il n'y ait pas, qu'on ne pense pas que c'est un choc qui a causé tout cela. Dominique Audrey. C'est malheureux, hein, monsieur Fopoussi, qu'on joue comme ça. J'ai l'impression, moi je sais pas, je me demande quand est-ce qu'on va finir par être sérieux dans ce pays. Donc, comme Piccini revient aujourd'hui, ça veut dire que il ne s'arrêtera plus abusivement dans les travaux, parce qu'à cette époque-là, on nous a dit que l'entreprise était défaillante et autres. Ça veut dire que tous les problèmes sont réglés. Ils pourront en 4 mois nous rendre le stade. C'est ça, c'est ce qu'on veut nous dire, que non, puisqu'ils reviennent là, c'est bon, tout ira bien. Il faut qu'on arrête un peu. À un moment, hein, moi j'ai même dit que on a tellement de problèmes pour même se focaliser même sur cette canne-là. On pourrait même mettre ça de côté, parce que finalement on va finir par nous dire après que le stade ne sera pas prêt et après on va encore prolonger. Il y en a marre quand même qu'on prenne un peu ces choses au sérieux, monsieur Fopoussi. On a besoin d'être un peu plus sérieux, juste un peu. Faites semblant de respecter un peu les gens. Vous avez le vocabulaire intelligent. Aujourd'hui. Vous, toujours? Non, aujourd'hui. Vous avez toujours le mot qu'il faut. Le mot qu'il faut. Alors, Karine, on va terminer cette revue des réseaux sociaux. Oui, on parle cette fois-ci du gouvernement kényan qui a l'intention d'accélérer la procédure de production des pièces d'identité en un jour, à savoir acte de naissance, carte nationale d'identité, passeport, acte de décès, et tout cela en un seul jour. L'a annoncé le secrétaire intérieur le secrétaire du cabinet intérieur appelé Fred Magiani, qui souligne que seules les demandes formulées par les Kenyans résidant hors du pays prendront un peu plus de temps pour la réalisation. Sinon, le gouvernement, ils sont capables de produire les cartes de nationale d'identité et autres en un seul jour, parce que il est inadmissible que les Kenyans soient des, voilà, il appelait ça esclaves, hein, des esclaves dans leur propre pays. Combien de jours? Un seul jour. Vous arrivez, on vous livre. Ok. Un signe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites commenter une telle actualité, alors qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, de nombreux Camerounais nous regardent. Ils ont sûrement déposé une demande pour une CNI, pour une carte d'identité, et ça fait des mois et des mois, des années qu'ils n'ont pas reçu leur carte, leur CNI. Il y en a qui ont déposé des demandes de passeport, je ne sais pas comment, et tout. Et vous dites ça aussi. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont allés au service d'immigration ou dans les commissariats et on les a déshumanisés, on les a insultés, on les a copieusement, on les a reçus avec dédain, en les prenant de haut. Vous voyez, le Cameroun, au Kenya, il ne veut plus que les Kenyans soient esclaves. Mais au Cameroun, les Camerounais sont appelés usagers et le terme est tout à fait clair. Ça veut dire que on vous appelle usager. Ça veut dire qu'on trouve que vous êtes des moins que rien, des sous-personnes, et que lorsque vous arrivez là, vous devez respecter le fonctionnaire qui est face à vous. Et donc, malheureusement, c'est donc ça. Dites-moi, est-ce qu'il y a au Cameroun un passeport qu'on appelle passeport express? C'est écrit là, passeport express. Y a-t-il un passeport au Cameroun où c'est écrit ça passeport? Ça existe dans les faits. Ça existe mais un pas passeport dans les textes. Express, c'est écrit là. Vous avez... Pas mentionné dessus, non? Oui, c'est écrit la passeport express. J'ai un passeport express. Et les gens s'en vantent d'ailleurs. J'ai fait un passeport express. Et ils s'en vantent dans un pays comme ça. Bon, ben, comment est-ce qu'on va payer le passeport quand on fait en une journée au Kenya? Ce sera un passeport quoi? Un passeport... Passeport tout court. C'est un passeport lunaire. Je trouve un terme. Moi, j'ai failli dire à Karine que quand vous apportez de telles informations, vous voulez nous énerver. Oui, ici, parce que ici, pour l'obtention de sa carte nationale d'identité, c'est 3 mois si vous êtes chanceux. Oui. Vous avez 3 mois, parce que la date qu'on vous donne, c'est 3 mois. Et maintenant, pour ceux qui ont la poisse, ils vont attendre
jusqu'au jour où même l'endroit où on doit donner la prorogation n'existe plus. Donc, non, en fait, voilà l'exemple d'un pays qui est sérieux. D'abord, la maîtrise, ça veut dire qu'ils maîtrisent leur état civil. On est en mesure de savoir que celui-ci était un Kenyan, l'autre n'est pas un Kenyan, il est Tanzanien, on ne vous délivre pas. Donc, la maîtrise des... Et deuxièmement, c'est décentralisé. Ça veut dire que vous arrivez, ça devait être fait ici. À l'époque où on délivrait des cartes d'identité carton, ça s'est délivré dans les commissariats. Et il y avait une célérité. Et je pense que la sûreté du pays ne s'en souffrait pas. J'allais dire, n'avait pas autant de... Il y avait une certaine maîtrise de la sûreté et de la sécurité du pays quand les commissariats délivraient. Donc, nous avons confié notre état civil, notre identité nationale aux étrangers, aux Français, aux Espagnols. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vous torture. Par exemple, quand vous envoyez le fichier là-bas, peut-être ils vont d'abord enregistrer ça chez eux pour savoir. Donc, c'est vraiment... Voilà un exemple. Mais est-ce que nous allons suivre? Je pense bien que le délégué général de la Sûreté nationale est au courant de ça. Encore qu'il a été un ambassadeur dans un pays sérieux qui s'appelle l'Espagne. Voilà une méthode. Monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, décentralisé. Si vous ne voulez pas que ce soit... Est-ce que c'est à son niveau? Oui, il doit faire le poste. C'est un ami personnel, président de la République. Il peut. C'est l'une des rares personnalités. Il cause régulièrement en tête à tête. Il peut demander et obtenir que ce soit décentralisé, ne serait-ce qu'au niveau des régions. Est-ce que c'est même au niveau du Cameroun? C'est là le problème. Que là, est-ce que... donc vous allez dire... Et ça va donc... Sommes-nous indépendants? Oui, ça pose le problème de souveraineté. C'est là, mais on peut commencer à dire que, bon, nos partenaires étrangers, français et espagnols, non, nous on va vous donner les fichiers pour savoir le nombre d'ingénieurs, de journalistes, de médecins et tout ce que nous avons au Cameroun. Mais vraiment, laissez-nous, les Camerounais souffrent, ils veulent leur pièce d'identité avec célérité. On demande aux délégués régionaux de la sécurité de le faire au niveau de chaque région, quitte à envoyer les fichiers à Yaoundé. Mais quand on entasse tout ça là-bas, il y a cause d'engorgement et tout. Et pourtant, nous avons les empreintes digitales. Et apparemment, vous qui faites la police scientifique, il semble que chaque être humain a ses propres empreintes digitales. Il n'y a pas de ressemblance. Donc, pourquoi on retarderait donc des empreintes? Si M. Fopossi met ses empreintes, je mets les miens, on saura que non, c'est Fopossi ici, c'est un bon boc là-bas. D'accord. Donc, ça doit aller vite. Alors, Donald Brice, au-delà de ça, il y a quand même que nous avons au Cameroun une certaine race de fonctionnaires unique au monde. C'est-à-dire des gens qui se sont assis sur la fonction publique camerounaise et qui ont transformé le service public en une affaire d'esclavagisation des Camerounais, de spoliation des poches des Camerounais, et qui n'ont pas intérêt à ce que tout le monde sache qu'en un jour on peut faire un passeport, parce que ce sera au revoir les 200, 300, 400, 500 000 que certaines personnes déboursent au titre des passeports express. En réalité, c'est ça le véritable souci, c'est que les gens vont être empêchés de monnayer un service qui est normalement gratuit. Oui, et la première condition que l'on réunit pour avoir tous ces avantages irréguliers, eh bien, c'est le régime jacobinien. Tout se fait à Yaoundé ou déposé à Bamenda, on renvoie à Yaoundé, puis ça revient des mois ou des années après. En ce moment précisément, il y a un blocage incroyable dans le système. Vous avez même de hauts fonctionnaires, de hauts responsables qui ont même d'ailleurs de bons soutiens dans le régime, qui n'arrivent pas à faire de passeport, qui n'arrivent pas à renouveler les pièces personnelles d'identité de leurs proches. Non, c'est absolument incroyable. Et tout cela alimente évidemment la corruption dans la machine, parfois avec des acteurs qui n'ont rien à voir avec la procédure, le circuit normal de fabrication de ces passeports et pièces d'identité, qui se font beaucoup de beurre là-dedans, et la vie continue, et les Camerounais souffrent. D'accord. Et la fonction publique, les fonctionnaires ne savent pas qu'ils sont au service du peuple. Pourquoi tu as tête Toto? Place-toi là. Ils ont un langage violent. Ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont au service des Camerounais. Et vous appellent, ils sont restés en réalité, enfin, ils ont remplacé le colon et ils ont porté le comportement colonial.
Ils ne nous considèrent pas comme des citoyens, comme des concitoyens. Ils nous considèrent comme des usagers. Paul noir, masque blanc. Voilà, oui, Dominique, voulez-vous terminer sur votre commentaire, je vous en prie. Oui, malheureusement, aujourd'hui, quand on prend la peine de décrier ce genre de choses, les gens nous taxent, ils estiment qu'on se plaint trop. Pourtant, on est tous amenés à vivre ce genre de situation-là. On a tous, quand vous parcourez la toile, si quelqu'un énonce simplement la question de la carte d'identité, quelqu'un vous dira, moi ça fait 2 ans, la dernière fois on m'a arrêté dans un taxi parce que le certificat de perte, je n'ai pas pris la peine d'aller renouveler, et c'est ça malheureusement. Aujourd'hui, tous les jours, on est obligé de retourner dans ces commissariats-là. Moi je ne sais pas, si le strict minimum, on ne peut pas le faire nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis tentée de dire, comme les gens disent sur la toile, vendons le pays et partageons-nous là, hein. Chacun va de son côté, parce que finalement, qu'est-ce qui peut faire qu'on se sente fier d'être Camerounais ici aujourd'hui? Même ne serait-ce que la carte d'identité, on n'arrive pas à les avoir. L'eau, on n'a pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de bon dans ce pays. En tout cas, c'est pas qu'on ne peut pas faire. En réalité, c'est que les mauvaises personnes. C'est la République du mauvais cœur. Je vous ai dit que dans ce pays, nos maux, nos malheurs se résume en une seule chose, c'est la République du mauvais cœur. Ça veut dire que les gens peuvent vous bitumer une route en 2 jours. Mais parce qu'ils savent qu'en 2 jours, s'ils le font, ils ne gagnent rien. Ils préfèrent indéfiniment mettre du temps pour voir comment ils vont trouver le moyen d'avoir 2-3 rétrocommissions, d'avoir 2-3 agents qui vont détourner. C'est ça la réalité. Les gens, les Camerounais peuvent produire le passeport en 2 heures. Puisque je vous dis, quelqu'un m'a dit que j'écoutais un commentaire là, il disait qu'il a réussi à faire son passeport, et même pas qu'il a fait le passeport le matin. Il est arrivé à 18 h, il a fait son passeport, à 22 h il a le passeport. Les gens font ça au Cameroun, mais je vous dis. C'est qu'ils appellent passeport express, donc c'est un passeport ordinaire. Oui. Qu'on a mis parce qu'on veut sortir, ça veut donc dire qu'on peut effectivement faire ce passeport. Vous payez les 915 000 là, qu'on paye pour les frais de justement, parce qu'en fait, vous venez avec un dossier. Signé qui reste à la sécurité publique et un dossier non signé qui va aux renseignements généraux. Puis votre carte nationale d'identité qui est normale, en fait, vous ne devez pas faire plus de 2 heures là. On peut vous délivrer votre passeport. Tout à fait. D'accord, on va s'arrêter là, et courage à tous ces Camerounais qui ne peuvent pas avoir leur passeport parce que ça fait un temps indéfini, et ceux également qui ne peuvent pas avoir leur carte nationale d'identité parce que ça fait aussi, là encore, un temps infini. Malheureusement, ils sont chosifiés. En tout cas, on peut plaindre ce matin un ministre comme Joseph Lé, qui tous les jours sur son compte Twitter parle de fonction publique humanisée, fonction publique attirante, fonction publique qui accueille tout le monde. Malheureusement, dans les faits, il y a encore beaucoup de chemin à faire, monsieur le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, parce que les fonctionnaires ont mis dans leur esprit qu'ils sont des grands dieux, des rois télés, et que ceux qui arrivent sont des usagers, et qu'en tant qu'usagers, ils doivent se conformer et se rabaisser, se mettre à genoux pour avoir un service qui normalement est gratuit. Merci à vous, Karine, pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous, madame, monsieur, de basculer au plateau B et retrouver Nathalie Domé de Premier Bet dans un court instant. Tout de suite. Jouez à nos jeux Premier Bet rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 100 francs seulement le ticket. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche, jouez et gagnez en un instant. Et donc, nous accueillons ce matin Nathalie Domé, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Nous entendons parler de jeux rapides chez Premier Bet. Dites-nous en plus, Nathalie. Effectivement, les jeux rapides sont une nouvelle catégorie de jeux assimilable aux jeux à gratter. Il faut dire que aussitôt vous avez joué, aussitôt vous avez les résultats et tout de suite vous pouvez rentrer en possession de votre gain si jamais vous êtes l'heureux gagnant. Il est important de préciser, Eric, ce matin que chez Premier Bet, les jeux rapides constituent une gamme de 5 jeux différents. Nous avons le Numbers, le Keno et le Bingo. Tous ces jeux-là, avec une mise de 100 francs, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA.
À côté de ces 3 jeux, vous avez l'Extra Numbers, dont la mise se lève à 200 francs, avec une possibilité de gagner jusqu'à 20 millions de francs CFA. Et pour finir, nous avons notre nouvel entrant, notre petit bébé qui est là depuis le 15 février, le Quick Keno. Avec 100 francs, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA. Alors, comment joue-t-on à un jeu rapide, le cas du Numbers par exemple? Eh bien, pour jouer au jeu rapide, chers téléspectateurs, c'est facile et c'est simple. Rendez-vous tout simplement dans un kiosque ou dans une agence Premier Bet avec la modique somme de 100 francs ou 200 francs pour l'Extra Numbers. Et puisqu'il s'agit ce matin du cas du Numbers, comme vous pouvez le voir à l'écran, le ticket du Numbers se présente tel que vous le voyez à l'écran. En amont, vous avez une série de 6 chiffres et en dessous, vous avez une grille de chiffres. Comment savoir que vous avez gagné? Il suffit tout simplement que dans cette série de 6 chiffres se trouve un ou plusieurs numéros que vous allez retrouver en bas. Et qu'est-ce que vous gagnez exactement? C'est tout simplement le montant inscrit en dessous du numéro en question. Alors, est-ce que vous avez déjà eu de gagnants au jeu rapide? Eh bien, des gagnants, Eric, il faut le dire, nous en avons toutes les minutes, toutes les secondes avec les jeux rapides. Mais ce qui est assez épatant avec les jeux rapides, c'est que ça fait à peine 2 mois que nous avons mis ces jeux sur le marché, mais nous comptons déjà 27 millionnaires avec les jeux rapides. C'est le cas du Numbers qui a fait en lui seul 28 millionnaires, soit 17 millionnaires, 2 millions de francs CFA chacun, avec 100 francs CFA seulement, et 5 millionnaires de 10 millions de francs CFA chacun, avec 100 francs CFA seulement. À côté du Numbers, nous avons également le Keno qui ne cesse de faire des millionnaires. À lui seul, il a déjà son compteur 4 millionnaires, 2 millions de francs CFA chacun. Comme quoi, les jeux rapides donnent la possibilité à tout un chacun de devenir multimillionnaire. Ne traînez plus les pas chez vous, c'est le moment de vous déplacer, de vous rendre dans les points de vente Premier Bet et changer, bien sûr, le cours de votre vie. Nathalie Domé, merci. Merci Eric. Voilà, surtout précision, interdit au moins de 21 ans, jouer responsable. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour jouer à nos jeux Premier Bet rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 100 francs seulement le ticket. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche, jouez et gagnez en un instant. Retour sur ce plateau, et bien oui, quand on joue au jeu rapide, on a le sourire. Tout de suite, madame, monsieur, interpellation. Le développement de notre pays à l'heure actuelle, vraiment nous sommes en train de traverser un moment difficile, surtout nous les transporteurs. Car nous faisons les efforts de payer un peu les papiers, de payer nos papiers pour se mettre en règle, pour que le pays évolue. Mais beaucoup parmi nous n'ont pas de papiers. Et c'est eux qui font tous les magasins en route, les motos partout, ils n'ont pas de papiers. Et quand le contrôle sort, c'est toi le pauvre taximan qu'on vient arrêter. On te fait tout, on te maltraite de tout. Malgré que tu as tous les papiers, le policier cherche seulement à te compliquer. Il ne veut même pas savoir si tu as le papier ou pas. Et il dit machin, désordre urbain, machin, tout. Il ne veut même pas savoir dans quelle position tu... Vous voyez par exemple comme nous travaillons ici. Nous avons une ligne que nous travaillons en fonction de notre position du camp. Nous faisons la ligne de Koti, rond-point. Donc nous quittons ici là jusqu'à Bonabéry, de Koti Bonabéry. Et nous travaillons en ordre, nous sommes enregistrés, tous nos taxis sont enregistrés ici. Donc de façon que quand vous circulez ici, tous les chauffeurs qui sont là sont enregistrés. Si vous avez même un truc que vous perdez dans un véhicule, vous revenez là, vous donnez le numéro, on vous retrouve directement. Donc c'est ça qui fait que nous essayons de mettre notre secteur un peu en règle pour régler certaines choses dans le pays. Nous proposons à l'heure actuelle que vraiment l'autorité doit faire son travail. Ça, l'autorité maintenant de faire son travail, vraiment mettre les choses un peu en ordre pour que chacun puisse s'en sortir. Voilà, bon, bien commentaire sur cette interpellation. Je m'aligne à votre terminologie ce matin, hein, franchement. Ça, c'est que notre compatriote décrit, c'est la République de mauvais cœur. Oui. C'est-à-dire, c'est inimaginable que vous qui avez les pièces,
votre truc, c'est vous qui gênez le policier, les gendarmes qui vous font le contrôle. Ceux qui n'ont pas les pièces, eux, ils ont la latitude de circuler. On peut expliquer ça comment? Donc, ça veut dire que vous, l'honnête citoyen, vous dites, je paye ma carte grise, je paye, l'assurance et tout. On vous dit, vous nous énervez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choco. Policier, c'est incompréhensible. Vous dites, moi, mon argent, je paye à l'État, voilà, on vous dit, non, c'est pas suffisant. Mais ceux qui sont dans le clando, ils montent, ils descendent sans problème. Ça veut dire qu'ils ont payé la route. Voilà, c'est inimaginable. On ne peut pas construire un pays comme ça. Voilà, absolument pas. En tout cas, le Cameroun en a besoin parce que le Cameroun doit avoir conscience qu'il y a des canaux qui sont, on va dire, obligatoires pour arriver au développement, au progrès, ou la prospérité pour ceux qui souhaitent avoir des terminologies comme celle-là. On va, Karine, aller voir ce que nous disent nos téléspectateurs ce matin dans cette émission éminemment interactive. C'est terrible dans ce pays, un an pour avoir une carte nationale d'identité. Le pire, c'est que la même police qui refuse de te délivrer cette CNI va t'arrêter en route pour défaut de cette même pièce. Idriss Ayemke. Et ce qui est quand même assez grave, et d'ailleurs c'est une entourloupe, vous savez que lorsque on a remplacé Thalès par Gemalto, on avait dit que le Cameroun va rentrer dans une affaire où on va sécuriser l'identité, on va faire en sorte de mettre en place des mesures pour améliorer le service. Mais sauf que l'entourloupe se trouvait dans le fait que, en fait, Gemalto des Pays-Bas ont dû faire faillite et Thalès a racheté Gemalto. Donc on a avancé en reculant en réalité par la suite. C'est quand même terrible. Donc en voulant fuir Thalès, on est retombé sur Thalès. Voilà, finalement. Karine. Le dépassement de soi est ce qui amène autrui à transformer son handicap en raison de réussir. Pour le cas d'espèce, une bonne épouse peut amener son mari à se dépasser, à réaliser bien au-delà réaliser bien au-delà de ses attentes. Le problème ici vient du fait du non-amour, mais de l'apport. Quand une femme aime sérieusement, elle ne se pose jamais des questions, mais trouve des solutions. Il n'y a de valeur que d'homme. Crépin, il y a de valeur que d'homme. De richesse aussi que d'homme, non? Valeur, richesse, bref, ça revient au même. Un homme riche, c'est celui qui aime les gens, c'est lui qui aime les gens déjà. Donc c'est ça la valeur. J'aime les gens. Ou bien je n'aime pas l'argent. J'aime les gens et pas l'argent des gens. Voilà. Pourquoi vous... Karine ne comprend pas le terme. Oui, c'est on aime les gens et pas l'argent des gens. Malheureusement, vous avez des gens qui aiment l'argent des gens et pas les gens. Surtout les femmes d'aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas le cas. Les femmes d'aujourd'hui disent, ils travaillent où? Ils gagnent quoi? Mon argent, moi qui viens là, dans ce mariage, qui n'espère même pas toucher mon argent. Voilà. Posez donc le problème du mariage, comment je vais faire des beaux enfants avec ce monsieur. Est-ce que si je trouve même que dans sa famille, c'est pas une famille nombreuse, je vais lui faire 6 enfants pour que voilà, va dire que donc. Mais imaginez l'injustice. Lorsque un homme veut investir pour une femme, lorsqu'un homme veut investir sur une femme, il ne se pose pas la question du contrat. Mais lorsqu'une femme imagine qu'elle va sortir son argent pour investir sur un homme, elle dit, est-ce qu'il faut même que je fasse un contrat? Est-ce que l'homme est même sérieux? Est-ce que cet homme-là ne va pas manger? Oui. Donc c'est ça, c'est banal, mais ça renseigne beaucoup sur les rapports que nous avons, les interactions que nous avons et sur quelle société dans laquelle on vit actuellement, malheureusement. Donc que la femme fasse son aggiornamento, qu'elle sache que son comportement a dévié la société du bon trajectoire. Qu'elle revient. La femme en général, je parle de vous, celle qui nous écoute. Je croyais qu'on parlait d'Armel, parce que vous allez aussi dire même elle est dans votre schéma mental, dans votre logiciel. En 2011, j'ai fait une demande de passeport et après plus de 3 ans, je ne l'ai pas toujours obtenu. Et quand j'ai mis le paquet 500 000 francs, j'ai eu le passeport en 2 jours. Voilà donc le Cameroun. Oui, je sais pas si c'est... Il faut qu'on s'arrête un peu dans ce pays et qu'on regarde cette affaire. On l'a fait pour l'opération Épervier, je pense qu'on peut le faire pour ceci. Il y a beaucoup de plaintes qui arrivent, qui déferlent de partout.
des gens qui dépensent beaucoup d'argent ou des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont raté des conférences, des occasions à l'extérieur, des affaires même. Il y a des Camerounais qui voyageaient pour scier des partenariats qui n'ont pas pu le faire parce que vous avez des gens ici qui malheureusement ne veulent pas faire leur travail. Faire ce pourquoi ils sont payés. Et ce qui est encore plus outrageant dans cette affaire, c'est que les fonctionnaires camerounais, faut que l'on retienne ça, ne sont pas comme le privé. Les fonctionnaires camerounais sont payés par le contribuable camerounais. Ce sont les impôts que nous payons qui permettent de payer les fonctionnaires camerounais. Donc, à un moment donné, il faut savoir que quand vous allez dans un service public, vous êtes en fait le patron de celui-là. Sans vous, il n'aurait pas de salaire à la fin du mois. Je pense que si les fonctionnaires camerounais intègrent cette donnée-là, ils n'auront plus ce comportement-là. Malheureusement, c'est un peu naïf de le penser parce qu'évidemment, ils sont loin de l'imaginer. Dans la liste des arguments que vous avez cités tout à l'heure, vous avez oublié ceux qui sont en situation de santé précaire et qui doivent avoir une évacuation sanitaire et qui ne peuvent pas le faire parce qu'il y a ces blocages. Il y a ceux qui sont à l'étranger, qui sont en situation d'étudiants, j'en connais aujourd'hui en Allemagne, en Italie, il y en a beaucoup, dont les pièces, notamment le passeport, est arrivé à l'expiration, qui ont introduit des dossiers depuis de nombreuses années, qui n'ont pas pu obtenir la pièce et qui vont être peut-être d'ici Ce que certains Camerounais font, c'est qu'ils envoient souvent à une personne de la famille ici avec tout cet argent, ce 500 000 là pour aller négocier et ils obtiennent leur passeport en 2 jours en renvoi. Malheureusement. Finalement, sont obligés de des gens qui, au lieu de... Quand vous allez arriver avec vos 75 000, on va vous dire non, vraiment, on ne fait plus ça. Donc personne n'ira même plus aller faire le truc normalement. Chacun va chercher ses 500 000 pour aller faire le passeport. D'accord. Il y a encore... Bon, on va prendre des messages, Karine, quand même. Oui. Une pour la route. Si vous voulez, une pour la route, si vous voulez, Dominique Audrey. Oui, Karine, allez-y. Ça revient des années après et pendant ce temps, la police te prend de l'argent à chaque interpellation. Misérable Camerounais. Un autre message. Ça fait 3 mois que j'ai déposé ma demande de passeport. Jusqu'aujourd'hui, je suis à Santiago. Il n'y a pas d'ambassade du Cameroun ici et je l'ai fait au Brésil, franchement. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de pays d'ailleurs. Santiago en Amérique latine. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas couverts par le Cameroun. Par exemple, il y a tout récemment le cas de l'Indonésie, qui était dans un cas précis. Vous aussi, vous voyagez. Hein? Bon. Ils sont, et vous savez que. Et vous savez que ce pays-là, l'Indonésie, c'est un pays où il y a des opportunités sont terribles. La vente de beaucoup de produits sont vraiment d'un prix abordable là-bas. On va s'arrêter là pour ce matin, si vous voulez. On va s'arrêter là pour ce matin, madame. On se retrouve, on va dire quoi, lundi prochain, 10h. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.